Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro du BFC Info, votre rendez-vous hebdomadaire avec toutes les rédactions de RCF en Bourgogne-Franche-Comté. À l'actualité cette semaine, une campagne d'information lancée par la ministre de la Santé sur la fin de vie, afin de mieux faire connaître les changements depuis un an. Focus également dans ce journal sur le salon de l'agriculture qui commence demain. À Dijon, le CHU se prépare à tous les risques, même au risque d'attentat. La Nièvre nous permettra de découvrir un musée permettant de découvrir tous les cadeaux offerts au président Mitterrand pendant ses 14 années de présidence. La fin de vie et si on en parlait, c'est le titre d'une campagne d'information lancée lundi par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Elle vise à mieux faire connaître les changements législatifs sur la fin de vie, entrés en vigueur depuis un an, la loi Claeys-Leonetti. Elle incite également les Français à informer leurs proches de leur volonté afin qu'ils puissent exercer leurs droits. Des situations auxquelles sont régulièrement confrontés les membres de l'équipe mobile des soins palliatifs Jura Nord. Les détails avec Guillaume Rochon. Cette unité intervient au sein de l'hôpital de Dole auprès de personnes en grande difficulté, gravement malades ou sur le point de s'éteindre. Composée de psychologues, de médecins, de professionnels de santé et de personnel administratif, elle a aussi pour mission d'informer les familles et leurs collègues de l'hôpital. En effet, le grand public ne connaît pas bien les changements législatifs importants et majeurs concernant la fin de vie inscrits dans la loi Leonetti. 9 Français sur 10 ne connaissent pas non plus leurs droits sur ce sujet. Le docteur Marie-Claude Schneider, responsable de l'EMSP Jura Nord, et Ricardo Philippe, psychologue clinicien, au micro de Pierre Vialet. L'aventure commence dès 2005, puisque Jean Leonetti avait déjà mis en place cette loi qui porte d'ailleurs son nom. Et puis le temps passe et on se rend compte effectivement que les gens, et dans les gens, c'est les citoyens, tout confondu, aussi avec les professionnels de santé, avec une loi qui est encore, ou qui était encore, méconnue. En 2016, effectivement, Jean Leonetti, avec un autre député, Alain Claeys, décide de faire évoluer encore un petit peu plus cette loi. Elle renforce l'idée, la proposition de rédiger des directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance. Dans les deux cas, il s'agit pour toute personne de faire savoir, soit par une personne désignée comme personne de confiance, soit par un écrit qu'on appelle directive anticipée, il s'agit de pouvoir transmettre ses volontés concernant la prise en charge médicale pour le jour où on est en situation éventuelle de fin de vie et si on n'est plus en capacité à ce moment-là de s'exprimer directement. La loi Leonetti a renforcé les droits existants et a créé des droits nouveaux pour les personnes malades et les personnes en fin de vie, notamment l'opposabilité des directives anticipées et le droit à la sédation profonde et continue. Elle clarifie par ailleurs l'arrêt de traitement au titre du refus de l'obstination déraisonnable et renforce le rôle de la personne de confiance, d'où l'importance d'en parler. Pour le BFC Info, Guillaume Rochon, RCF Jura. La Franche-Comté sera une nouvelle fois bien représentée au Salon de l'Agriculture cette année. Ce salon se déroule à Paris du 25 février au 5 mars. Outre le célèbre concours de la race Montbéliarde, la région se distingue aussi par ses fromages, ses salaisons et sa race de cheval, le Trécomtois. Fabrice Colombani de RCF en Franche-Comté a rencontré plusieurs représentants de la délégation comtoise. Pas facile pour les Parisiens de dire quelle est la plus belle des vaches. C'est beaucoup plus simple de donner son avis sur les fromages. Cette année, la nouvelle fromagerie de Montbéliard a la joie de présenter 4 de ses spécialités. André Alix a su réunir les derniers des Mohicans pour lancer une fromagerie qui connaît un succès foudroyant. Écoutons l'éleveur de Montenoy nous présenter les délices de fromage qui vont régaler les palais. Principal par rapport à Montbéliard et son image, c'est le Wurtemberg qui, je dirais, représente pour moi la tradition de Montbéliard, puisque c'était les ducs de Wurtemberg qui étaient au château de Montbéliard. Donc on a appelé ce fromage le Wurtemberg justement par respect au passé. Ensuite, nous mettrons la tome des princes fumée, donc qui est une tome raclette. Et elle est fumée dans un fumoir à saucisses à Montbéliard, à côté de chez nous, donc c'est une pure Montbéliarde aussi. Nous allons mettre le morbier, puisque on fabrique du morbier, et puis on va mettre une pâte molle autour de ces pâtes pressées. Le petit nouveau, le dernier qu'on a produit depuis le mois de juillet 2016, le Montnoy, qui, je dirais, plaît à nos consommateurs
et qui est un fromage à pâte molle, je dirais, avec une texture assez souple, avec un arôme de noix. Qui n'a jamais entendu parler de la saucisse de Morteau? Pas grand monde, mais personne ne connaît la dernière fabrication de Marc Schneider en avant-première, avant même que les Parisiens la dégustent. Marc Schneider nous dévoile sa nouvelle saucisse de Morteau. On a décidé de créer une nouvelle saucisse qui sera une saucisse fumée à base d'oignons confits. Et ça donne vraiment un petit goût sucré à nos saucisses fumées qui sont très bien réussies, cette saucisse. Venez nombreux après le salon au marché à Audincourt et puis aussi dans notre magasin. Elle sera là. Enfin, la comté ne serait rien sans le comtois. La première race de chevaux de trait en France aura belle allure avec 14 éleveurs, dont 2 qui ne sont pas issus du berceau de la race. François Perrin, le responsable de la délégation des chevaux comtois. Il y a 12 chevaux qui sont présents pour le concours général. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir beaucoup de Parisiens et pouvoir répondre à leurs questions, parce que il y a des fois on a l'impression quand même qu'on vit on vit pas dans le même monde. Pour le BFC Info, Fabrice Colombani, RCF en Franche-Comté. On rappelle que le salon de l'agriculture se tient à Paris du 25 février au 5 mars. Le CHU de Dijon s'adapte au risque d'attentat. En cas d'urgence, le CHU a ce qu'il appelle un plan blanc, un plan déclenché pour la dernière fois en novembre 2010 lors de l'incendie à Dijon du foyer Adoma, un incendie qui avait fait 7 morts et une dizaine de blessés graves. Plus récemment, lors de l'explosion en septembre d'un immeuble rue Pierre Payot, c'est la cellule de crise située juste avant le plan blanc qui avait été déclenché. Ce plan permet la mobilisation potentielle des 7200 agents du CHU, mais le plan blanc ne prenait pas en compte le risque d'attentat. Il a donc fallu former le personnel du CHU pour qu'il puisse savoir réagir. Depuis septembre 2016, c'est en tout 8 sessions qui ont été proposées, et dans chacune des formations, il y a tout type de médecins, comme l'explique Aurélie Glohagen, médecin responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence. C'est vraiment une formation urgentiste, anesthésiste, réanimateur pour l'ensemble du personnel des urgences, le personnel encadrant, on va dire les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, et aussi du coup on l'ouvre à la direction et aux équipes encadrantes pour que chacun connaisse le rôle les uns des autres, parce que quand on connaît le rôle des autres, on travaille beaucoup plus de manière, on va dire, facile, compréhensive, et donc tout va forcément mieux, et donc on améliore la prise en charge des patients quand on travaille en collaboration. Il y a une intervention des gendarmes et des policiers parce que justement on va devoir collaborer avec eux parce qu'ils vont sécuriser le lieu de l'attentat, nous mettre en sécurité les victimes pour qu'on puisse les prendre en charge de la meilleure des manières. Donc il faut qu'on sache comment eux fonctionnent pour qu'on puisse s'adapter à leur méthode de fonctionnement pour que nous on puisse travailler correctement pour la prise en charge des patients du mieux qu'on pourra. Ces séances de formation sont importantes parce que les médecins n'ont pas l'habitude de soigner des blessures par arme de guerre. Les formations se sont adaptées en fonction des retours sur ce qui a pu se passer à Nice ou à Paris. Ainsi, en fin de journée, un atelier pratique a eu lieu avec l'objectif que ce soit réaliste. On finit la journée sur un exercice pour que les apprenants puissent expérimenter ce qu'on a appris tout au long de la journée, les gestes qu'ils auront appris à faire pendant les ateliers juste avant l'exercice, et donc en fait pour voir que quand il va falloir tout faire au final en même temps, hiérarchiser les choses qu'il va falloir faire, et donc on fait cet exercice qui est le plus réaliste possible. Donc il y a des bruitages avec des cris de personnes, il y a des pleurs d'enfants pour vraiment se mettre dans les conditions qui pourraient malheureusement arriver. Jusqu'au mois d'octobre, le CHU de Dijon espère former plus de 400 personnes. D'ici quelques semaines, l'élection présidentielle permettra de changer de président de la République, puisque François Hollande a décidé de ne pas se représenter. Mais plutôt que se tourner vers le futur, Olivier Guillaume de RCF Nièvre nous propose plutôt de nous tourner vers le passé. La commune de Château-Chinon accueille le musée du Septennat. Ce musée permet de découvrir les cadeaux des présidents étrangers offerts au président Mitterrand pendant 14 ans, entre 1981 et 1995, un musée singulier qui vaut le détour. Le musée du Septennat, c'est son nom, est installé à Château-Chinon dans un ancien couvent qui depuis 1986 abrite les cadeaux officiels et personnels offerts à François Mitterrand dans le cadre de ses fonctions présidentielles. Il en a fait don à la Nièvre, sa terre d'élection. Inspiré par les musées présidentiels américains, le président Mitterrand, élu en mai 81, a souhaité rassembler et exposer publiquement en un seul lieu ses
ces cadeaux protocolaires donnés par la plupart des pays du monde, ainsi que les présents français offerts par les collectivités, les institutions publiques ou de simples particuliers. Une véritable leçon de géopolitique culturelle locale et internationale plutôt originale, avec en plus un intérêt historique certain dû au recul des années. François Martin est conservateur des musées et du patrimoine historique du département de la Nièvre. Ça raconte la place de la France dans le monde, d'une certaine manière. Ça raconte aussi les orientations politiques, justement, sur la présence française dans le monde. Orientations qui ont été données par François Mitterrand dès le début de son premier septennat. On n'était jamais allé en Orient, on était peu allé, effectivement, en Amérique du Sud. On va s'intéresser aussi beaucoup à l'Afrique. Et on va s'intéresser aux pays émergents de l'Europe et du bloc de l'Est notamment. La logique du cadeau protocolaire, c'est que pour faire court, on s'offre soi-même, on s'offre ce qu'on sait faire de mieux finalement. On offre sa spécialité d'une certaine manière. On a dans cette collection effectivement des matériaux, une disparité qui est énorme. Et on va effectivement du dessin d'enfants d'une école primaire, par exemple, visité par le président, à un objet prestigieux offert par le roi du Maroc, par exemple, qui est fabriqué chez Chaumet. Voilà. En quelque sorte, c'est de la géopolitique culturelle, de la symbolique qu'il faut y voir sur des messages d'amitié contenus à l'intérieur de ces objets, un rapprochement avec un pays, une ouverture sur un autre, une découverte aussi pour un autre, parce que le Moyen-Orient, on était très peu allé. C'est un retour au Vietnam, en Algérie, c'est la découverte du Japon, qu'un président français n'était allé au Japon. Voilà, c'est tout ce foisonnement, on va dire, de politique extérieure qui se retrouve effectivement à l'intérieur du musée. Et ce sont les mondes de François Mitterrand qu'on va retrouver au musée du Septennat. Des univers à découvrir ou redécouvrir à travers une grande diversité d'objets protocolaires en provenance des 5 continents qui nous éclairent aujourd'hui sur les relations diplomatiques entretenues par la France durant les 2 septennats de François Mitterrand. À Château-Chinon, dans la Nièvre, après la pause hivernale, le musée du Septennat vient de rouvrir ses portes au public. Pour le BFC Info, Olivier Guillaume, RCF Nièvre. Le musée du Septennat est ouvert tous les jours sauf les mardis de 10h à midi et de 14h à 18h. C'est la fin de ce BFC Info, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de l'actualité de la Bourgogne-Franche-Comté par les rédactions de RCF.